Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h, du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles, notamment le Portugal qui confirme qu'ils vont commencer à taxer justement le Bitcoin et les cryptos. Donc, mauvaise nouvelle pour ceux qui étaient dans l'Eldorado européen de la crypto-monnaie. Là, en l'occurrence, ça va changer. Il va falloir justement essayer de trouver un nouveau pays où justement il n'y aura pas de taxation, à voir quand est-ce que ça va se faire, sous quelle forme, ça se trouve ça restera quand même très intéressant à voir et à surveiller dans tous les cas, et tous ceux qui sont de Portugal, je pense, doivent commencer à chercher. On continue avec les nouvelles, notamment la Corée du Sud qui a décidé d'analyser un petit peu les cryptos et par rapport à justement ce qui s'est passé sur Luna et l'UST. Et c'était un petit peu ce qu'on avait justement peur, c'est que y ait une appréhension forte à cause de ce qui s'est passé, donc qui est quand même colossal, hein, on est bien d'accord, qu'une monnaie justement du top 10 fasse 100-0 en quelques jours, donc forcément ça renforce le biais qu'ont les gens sur la crypto-monnaie, sur le fait que c'est instable, qu'il n'y a rien derrière, et même vont plus loin, vont considérer que l'UST est un stablecoin classique, le comparer aux autres stablecoins comme l'USDT, l'USDC ou le BUSD, alors que ce n'est pas le cas, c'est totalement différent, donc pas faire la segmentation entre stablecoin et stablecoin algo, et du coup j'ai un petit peu peur de ce qui peut arriver, parce qu'on a déjà eu notamment la SEC qui a décidé de se mettre sur le sujet, nous avons l'État anglais qui décide aussi de se mettre sur le sujet, et on ne sait pas sous quelle forme, et vu ce qui s'est passé, je pense que potentiellement on peut se retrouver sur quelque chose d'assez agressif. On va attendre, de toute façon, en tous les cas, c'est que des spéculations pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que ça va accélérer grandement, tout simplement le cadre légal et justement de la régulation qui va être mise en place au niveau des crypto-monnaies et des stablecoins. On continue avec notamment Luna Foundation Guard qui a annoncé qu'ils vont utiliser le reste des assets pour compenser les utilisateurs de l'UST. On ne sait pas comment, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, la majorité des assets qui restent, c'est de la VAX, avec un nombre quand même assez colossal. On a quand même 80 millions de dollars en AVAX, à peu près 77 je crois. Donc on peut avoir peur justement pour l'AVAX avec un dump massif d'AVAX. Je pense pas que ça va être effectué de cette façce-là, et c'est pareil, on ne sait pas quels sont les UST users qui vont être dédommagés, sous quelle forme. Est-ce que c'est ceux qui sont passés déjà, ou est-ce que c'est ceux justement qui sont encore bloqués dans l'encore? C'est à déterminer. J'espère qu'ils vont privilégier les petits portefeuilles, comme Vitalik nous l'a conseillé, en tout cas s'est exprimé sur le sujet et l'a conseillé. Ce sera en effet bien de compenser les petits portefeuilles, parce que c'est ceux qui ont le plus souffert dans justement cette problématique, qui n'ont pas pu faire d'assurance et autres, et je sais qu'il y en a un certain nombre dans notre communauté, donc bon, j'espère de tout cœur que ça va être le cas. Je pense qu'il faut suivre un petit peu ce qui va être effectué par la Luna Foundation Guard pour ne pas louper si jamais il y a des formulaires à remplir, etc. J'essaierai de rester à jour dessus et de le poster sur le Discord, mais pareil, voilà, si vous êtes dans ce cas-là, venez sur le Discord et donnez les informations partagées pour que justement personne ne soit oublié. On continue toujours avec l'histoire UST Luna. Cette fois-ci, c'est un petit peu la guerre pour essayer de récupérer les différents projets qui sont sur Terra. Nous avons Polygon, Juno, Phantom et justement VeChain qui propose de récupérer les projets Terra, d'aider les gens à migrer de l'un à l'autre. Et on a même VeChain qui propose de l'argent pour venir sur VeChain. Donc c'est très particulier de voir ça. C'est que voilà, globalement l'écosystème est à terre. Nous avons à côté l'ancien leader de Terra, l'ancien leader, plus ou moins on va dire le CEO de Terra Lab, qui a décidé de proposer une fork, et à côté nous avons tous les autres acteurs qui n'y croient absolument pas et qui justement disent écoutez, venez au moins chez nous, vous êtes sûr que ça ne se crachera pas de cette façon-là. Et c'est intéressant de voir à quel point le reste de l'écosystème ne croit pas justement au projet de fork, et je pense en effet que le fork n'est pas une solution en elle-même, parce que ça veut dire que tout simplement on abandonne toutes les personnes qui ont acheté du Luna, toutes les personnes qui possèdent de l'UST, tout cela
en fait, globalement, on les fait disparaître comme si de rien n'était, en créant tout simplement une autre fork qui va posséder la valeur, et on laissera tout simplement Luna dans l'état actuel, sans forcément possibilité de se relever, et c'est excessivement dommage. On continue avec les nouvelles, notamment Square Enix, qui se lance entièrement dans la blockchain, avec une volonté justement de lancer son propre token. Ce lancement, justement, en tout cas cette idée, cette volonté, marque son arrivée très forte dans le Web3, et sa volonté justement de vraiment être une entreprise du Web3, et donc c'est positif pour tout simplement l'ensemble de l'écosystème. On rappelle que Square Enix est, si je ne dis pas le plus gros, ou un des plus gros studios justement de jeux, et a forcément un impact très fort sur tout simplement le reste de la population. Je vous rappelle encore une fois qu'on n'est pas encore à 5% de la population mondiale qui utilise les crypto-monnaies, donc on a encore une grosse marge de progression, et donc on prend tout pour pouvoir tout simplement démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. C'est tout pour les nouvelles, on attaque justement la partie technique. Alors petit rappel habituel, nous sommes dans un schéma Iliotis de vague 1, vague 2, vague 3, terminé en avril, nous sommes actuellement dans la vague 4, découpé en A, B, C, nous avons fait une extension au niveau de la B, donc forcément on fait une extension au niveau de la C. La question qu'on se pose, c'est est-ce que cette extension est terminée, ou est-ce que nous avons encore une fois justement une possibilité de redescente avant de repartir faire une 5 pour une mise en place et tout simplement valider. Nous avons deux gaps qui ont été notés. Le premier gap qui a commencé à être comblé, qui était le gap du CME qui se trouvait ici, cette zone-là, qui a commencé à être comblé. Il nous reste encore une petite zone qui se trouve en dessous de 25 000 et au-dessus de 24 000. Donc on a cette zone à aller combler, et on a le gap de la chute justement causée par l'UST sur ce week-end-là, donc le week-end dernier, sur lequel nous avons justement 35 000, 34 000, un gros gap qui a été laissé, donc forcément une volonté à un moment donné d'aller le combler. Est-ce qu'on comble maintenant ou plus tard? C'est aussi une des questions qu'on va se poser aujourd'hui, en tout cas qu'on va essayer de répondre. On attaque sur une vue d'une heure. Je voulais juste vous montrer quelque chose, c'est que on a très peu de volatilité qui s'est mise en place depuis la chute. Alors du coup c'est normal, c'est tout à fait normal, étant donné que nous avons un choc qui s'est mis en place, un choc qui a justement impacté grandement la crypto-monnaie. Beaucoup d'utilisateurs ont été choqués par une incompréhension de ce qu'était l'UST. Il y a eu une grosse fuite de capitaux qui a été très forte, étant donné qu'on a vu justement l'USDT partir, et on a justement cette forme d'appréhension qui se forme et se caractérise sous forme d'un price action qui a justement une volatilité très basse et une consolidation qui est en train de se faire. Consolidation qui reflète justement un petit peu ce qui est en train de se passer. Et pour aller même plus loin, cette consolidation n'en est pas vraiment une, mais plutôt une compression. Compression qui s'effectue notamment au niveau du momentum qui est en train de se faire. D'accord, on a un momentum haussier et pourtant le cours ne bouge pas. Et on est vraiment dans une compression, soit du momentum, et du momentum et du prix. Et si on regarde, on a vraiment cette compression qui est caractérisée, qui est en train de se comprimer encore plus. Globalement, là, ce qui est sous-entendu, c'est qu'on risque d'avoir une accélération du prix, alors que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou même à la hausse puis à la baisse, ou à la baisse puis à la hausse. Les gens sont majoritairement, en fait, touchés par ce qui s'est passé, et beaucoup de personnes attendaient tout simplement une réaction forte suite à cette prise de liquidité. Réaction que l'on n'a pas eue. Si on regarde avec un petit peu de retour, nous avons cette chute qui a eu lieu. Cette chute
derrière, donc cette accélération vraiment de l'UST, hein. Alors lorsqu'on a eu la poussée puis la chute, donc à partir du 5 mai, on a eu cette accélération baissière, prise de liquidité des zones importantes, des zones vraiment importantes que l'on attendait, avec notamment ici ce point très important qui était l'AR de la structure de réaccumulation de Wyckoff. Cette prise de liquidité, il y a eu quasiment aucune réaction. On a eu une toute petite réaction baissière, on a ravalé une partie de la mèche, mais néanmoins on a eu assez peu de réaction. Et les personnes actuellement se posent la question de comment ça se fait. Est-ce que c'est possible? Pourquoi? Et vous allez voir sur l'order flow, ça se voit totalement. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, sur l'order flow, déjà, nous sommes dans la peur. 8. Alors que on a un cours qui s'est stabilisé. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu le passif, c'est pour ça que je garde ça pour bien faire comprendre un petit peu, on était à 10, enfin toujours au-dessus de 10, alors qu'on liquidait à tour de bras, avec des volumes qui étaient juste conséquents, une chute qui était drastique, une peur qui était en train de se mettre en place, la disparition des cryptos, la disparition justement de l'UST qui allait entraîner justement une déspirale sur l'ensemble des liquidations, un levier qui était en train d'être fait, un dépeg de l'USDT, donc qui dit dépeg de l'USDT dit impact sur la totalité des crypto-monnaies. Enfin bon, on avait tout un schéma négatif qui se montait, et pourtant on ne descendait pas en dessous de 10, d'accord. Fin de l'UST, on est à 14, et là, aujourd'hui, enfin hier en l'occurrence, nous sommes à 8. 8, passage en dessous de la barre des 10, symbole très fort, très fort de la peur du marché, de l'arrivée du bear. Ça y est, tout le monde commence à parler du bear market, que ça y est, nous avons cassé un niveau important, que nous sommes rentrés en bear market. Donc il y a une peur qui s'installe, mais cette peur n'est pas caractérisée. Nous sommes, voilà, c'est l'order flow qui n'a absolument pas bougé. Nous sommes actuellement sur toujours 54% des top traders en position. Nous avons une contraction mais qui ne se valide pas encore, hein. Nous sommes encore sur à peu près les mêmes niveaux. Oui, nous sommes sur les mêmes niveaux qui sont en train de se faire. Nous avons un open interest qui ne monte pas. Et donc, on a une forme de léthargie en termes d'order flow. Et pourtant, nous avons une contraction du cours. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le mouvement qui va arriver va être assez explosif. Et peut être explosif dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mise en place de prise de liquidité très forte parce que, en fait, le cours est léthargique. Ça veut dire qu'il y a très peu de volumes qui sont échangés, et que même s'il y a des volumes échangés, le cours ne bouge pas. Donc ça veut dire que derrière, il y a quand même une forme de mise en place structurelle qui est très forte. Alors, si on regarde un petit peu en parlant justement de notions structurelles, nous avons cette résistance Ichimoku qui joue son rôle, en tout cas pour les traders Ichimoku, qui repousse systématiquement le prix. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand on regarde un petit peu au niveau des clusters de liquidation et les liquidités, nous voyons que dans cette zone supérieure, donc au niveau de 31 000, 32 000, avant ça allait jusqu'à 33 000, mais nous avons une partie des shorters qui ont coupé en fait tout simplement leur short, donc qui ont pris des bénéfices. On voit que ce cluster qui était là, à 33, 34, 35, a disparu, et que on a un renforcement du cluster 31, 32. D'accord? Donc là, on a beaucoup de liquidités qui se trouvent collées au prix, ici, qui attendent justement un départ baissier pour une continuité baissière. Mais, à contrario, nous avons la majeure partie de la liquidité qui se trouve, 22, 24, 26, au niveau des longues. Donc on a beaucoup de longues qui sont en train de se construire au fur et à mesure, et assez peu de shorts. Les shorts ont pris justement leurs bénéfices, ont coupé leurs shorts, et on a beaucoup de longues qui sont en train de se construire avec des clusters de liquidation qui se trouvent ici. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on se retrouve en effet sur une problématique de liquidité, donc on n'oublie pas, si on a peu de liquidité sur le marché, ça force les market makers à faire des mouvements pour aller chercher justement des clusters de liquidation. Si jamais on a de la liquidité, on se retrouve sur des mouvements classiques qui peuvent être portés par des institutionnels et autres. Là, on sait qu'on a assez peu de liquidité, on voit qu'il y a un price action qui est assez bas, on est en train de construire des longues. Je pense que le mouvement qui va arriver, il va falloir vraiment surveiller. Est-ce qu'on va avoir des entrées institutionnelles qui vont être effectuées? Est-ce que les longues ne vont pas être liquidées par une mèche
effective, donc c'est-à-dire, comme je vous l'ai présenté depuis un certain temps, montée 31, 32, 33, pourquoi pas, hop, ici, accélération baissière, pour aller liquider tout ça, et ensuite réaction haussière. Je pense que les gens ont peur. Ont peur parce que il y a une forme d'incertitude, il y a une cassure qui a été faite, une cassure importante au niveau du sentiment des gens, de la confiance des gens par rapport aux crypto-monnaies, et aussi, maintenant tout le monde commence à parler de bear market, donc tout le monde pense que on va descendre dans les 20 000. Alors, du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a tout le monde qui dit ça. Pourtant, les clusters de liquidation, ils sont en bas, hein, ils sont pas en haut, donc personne n'est en train de shorter. Majoritairement, tout le monde est en train d'acheter. Donc ça, c'est vraiment important de le voir. Et si on regarde, d'ailleurs, c'est très intéressant, ici, le BTC, la dominance du BTC, corrélée justement avec le prix, c'est que le prix du BTC chute. Ok, on est arrivé au point bas, qu'est-ce qui se passe? Ici, ça a été racheté massivement. On voit que la dominance a totalement éclaté lorsque le prix a arrêté sa chute. Donc ça veut dire que ici, nous avons un rachat qui a été fait du BTC. Un rachat qui a été fait, alors soit en sortant du cash des altcoins, ou soit en injectant du cash, justement, pour pouvoir acheter ces zones-là. Donc le BTC a été racheté ici, sur ces zones-là. Ce qui explique aussi cette typologie de mèche que l'on voit ici. D'accord? Donc là, il y a une partie qui a été rachetée sur cette chute-là, une partie qui a été achetée ici, et on voit la mèche qui a été comprimée ici, avec justement la notion de rachat. Et donc là, que se passera-t-il si jamais on a une nouvelle chute? Est-ce qu'on aura ici tout simplement une petite chute qui va se faire pour redescendre à 44%, et ensuite une nouvelle période de rachat suite à la fin de chute pour remonter à plus de 50%, pourquoi pas? Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup le BTC est dans une période d'incertitude sur les crypto-monnaies, parce que c'est le cas, la question que je reçois le plus à l'heure actuelle, c'est est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies? Clairement, vous connaissez ma position si vous m'écoutez depuis un certain temps, la réponse est non. Pour moi, c'est quelque chose qui est périn et qui va se pérenniser parce que c'est une technologie, mais du coup, cette incertitude, elle est forte et elle se voit sur le graphique. Pourquoi? Parce que les gens se ruent sur le BTC, et parce que le BTC, c'est la première, c'est la plus résiliente, c'est celle qui est utilisée par des pays, bon, par un pays, et possiblement un autre bientôt, peut-être, on sait pas, bref. On est quand même sur quelque chose qui donne confiance dans les crypto-monnaies. Si on doit avoir confiance dans les crypto-monnaies, en effet, on va avoir confiance dans le BTC. Si on a confiance dans la technologie, on va avoir confiance dans l'ETH. Là, actuellement, les gens, et c'est ça qui est intéressant de voir, ont investi massivement dans le BTC. Parce que ça veut dire que les personnes qui ont investi massivement dans le BTC sont des personnes qui ne sont pas forcément là pour la technologie, mais qui sont là pour l'asset en lui-même. Et donc, forcément, si jamais il y a une crise d'asset qui est en train d'effectuer, on va se diriger vers le plus fort, donc le BTC, le plus résilient qui est effectué et qui va être justement une norme. Donc ça, c'est très intéressant de le voir, et ça montre à quel point c'est fort, cette notion de résilience du BTC. Alors, au niveau du Nasdaq, nous avons une session qui était quand même plutôt positive parce que on n'a pas eu de crack qui est effectué, on a eu une compensation et on est resté sur une zone très importante. On a un début de séance aujourd'hui, début d'aujourd'hui qui est en train de progresser à la hausse, qui est plutôt positif, mais qui est malheureusement souvent annonciateur, ce qui était le cas notamment de cette mèche-là, justement d'un début positif, ouverture de session américaine, on ravale la mèche et ensuite on descend. Donc il va falloir faire attention. Pour rappeler, je suis excessivement bullish pour les crypto-monnaies d'ordre général sur le long terme. Néanmoins, on n'oublie pas que d'un point de vue macro pur, nous sommes dans une zone très compliquée, d'accord? Donc nous sommes actuellement dans un retracement très fort, nous avons pris des liquidités très fortes. Le prochain niveau, il est à 11 000 et celui suivant, il est à 10 000, 10 500. Donc avec une cassure ici d'un cluster de liquidité très fort et qui pourrait faire justement très très mal au marché. Ce qui est important de noter, c'est que nous n'avons pas de réaction haussière suite à des prises de liquidité. Ça veut dire aussi qu'on a potentiellement une continuité baissière qui peut être effectuée. Et si jamais on a un effondrement notamment du Nasdaq, un cluster de liquidation, une accélération baissière du Nasdaq, forcément le BTC sera emmené. Et d'ailleurs, s'il est emmené, il sera emmené vers où? Vers tout simplement les achats de longue et les clusters de liquidation qui se trouvent en longue, et peut-être est-ce que c'est pas ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Dans tous les cas, le BTC en lui-même est en
compression, donc forcément le mouvement qui va arriver va être un mouvement explosif. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.